Le président Macron prend la parole dans le Figaro Magazine, confidence recueillie dans le vol Nouméa-Paris en marge de son voyage officiel dans le Pacifique. Il déclare au sujet de la loi Asile-Immigration, je cite, qu'il ne veut pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages et qu'il utilisera ce que la Constitution lui permet de faire. Fin de citation, ce qui n'exclut donc pas une nouvelle fois l'utilisation du 49.3. On analyse cette interview ce matin avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Arnaud Benedetti, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour décrypter donc cette prise de parole du chef de l'État. Encore une, pourrait-on dire la troisième en 2 semaines après celle en Conseil des ministres, son interview dans le 13h de France 2 et de TF1. Comment expliquez-vous qu'il s'exprime aussi souvent ces derniers jours, ces dernières semaines ? Bon, vous savez, Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu président de la République, n'a jamais été avare de sa parole, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un peu plus depuis les émeutes, on peut dire en tout cas. Oui, mais c'est un président de la République qui souhaite en permanence essayer de convaincre du bien fondé de son action, et peut-être parce qu'il considère qu'in fine, c'est non seulement son rôle, mais qu'il manque peut-être de relais au sein même de sa majorité, que c'est à lui de faire ce travail-là. Sauf qu'au bout d'un moment, cette parole devient difficilement audible, surtout en plus au cœur de l'été. Il y a quelque temps, il y a eu un sondage qui était intéressant, notamment sur les prises de parole d'Emmanuel Macron, et ce sondage montrait qu'aujourd'hui, plus de la moitié des Français non seulement n'entendaient pas, mais n'écoutaient pas forcément le président de la République. Donc ça doit quand même poser un problème quant à sa communication politique. Mais au-delà de cela, peut-être pour analyser l'interview dans le Figaro Magazine, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en l'occurrence, il n'hésite pas à brandir à nouveau l'arme du 49.3 pour essayer de faire passer ce texte sur l'immigration. Moi, je crois que, si vous voulez, la première année de la mandature a été compliquée en matière sur le plan de la législature. Je pense que la seconde année risque de l'être également, en l'occurrence, quand on entend notamment les déclarations d'un certain nombre de leaders républicains qui, mezzo voce, laissent entendre qu'ils pourraient déposer une motion de censure, notamment, pas seulement sur la question de l'immigration, ça on verra, mais notamment sur la question du budget. Donc je crois que le président de la République est tout à fait conscient de cette situation extrêmement contrainte et il essaye vraisemblablement de lancer un certain nombre d'initiatives pour essayer de contourner les contraintes, j'allais dire, législatives auquel il est confronté au Palais Bourbon. Avec cette majorité relative, bien sûr, et puis les échéances électorales aussi qui vont renforcer ces antagonismes politiques, les sénatoriales, mais aussi également et surtout, j'ai envie de dire, les européennes qui vont arriver en 2024. D'abord, concernant ces émeutes, puisqu'il en fait un petit peu l'analyse, il revient un petit peu sur ce qui s'est passé. Il dit, pour lui, ces émeutes, ce ne sont pas un sujet d'immigration actuelle, mais, je le cite, un sujet plus large de difficultés de certaines villes, de difficultés socio-économiques, d'intégration dans certains cas et de fonctionnement de la démocratie à l'heure des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça nous dit de son analyse des émeutes ? Qu'est-ce qu'on y apprend là, Arnaud Benedetti ? Il ne dit rien de fondamentalement différent de ce qu'il avait déjà dit au moment des émeutes, c'est-à-dire, je crois, 24 heures ou 48 heures après le déclenchement des émeutes. Il s'était exprimé à la suite d'un conseil de crise exceptionnel qui s'était tenu, je crois, place Beauvau. Il liste les mêmes paramètres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il ne fait pas le lien entre la question migratoire et ces émeutes. La réalité, c'est que l'opinion publique, à tort ou à raison, fait ce lien-là pour une grande partie d'entre elles. Donc, il dit c'est plus l'intégration que l'immigration qui pose problème sur ce sujet. Il faut être logique. S'il y a un problème d'intégration, c'est qu'il y a des populations récemment arrivées qui ont du mal à s'intégrer. Donc, il y a malgré tout une causalité qui existe. On peut peut-être la déplorer, mais qui existe entre le phénomène migratoire et le phénomène d'intégration. Moi, je pense que sur cette question d'immigration, qui est quand même un impensé originel du macronisme. Je rappelle qu'en 2017, lorsqu'il fait sa première campagne présidentielle, quand il se rend à Marseille, il explique que finalement,
globalement, le modèle multiculturel, qui est le modèle plutôt anglo-saxon, est une chance extraordinaire pour la France et que la question migratoire ne se pose pas. La réalité, c'est qu'il a été rattrapé par une réalité, notamment dans son premier mandat et maintenant dans son deuxième mandat, qu'il faut qu'il prenne en compte, et qu'il faut qu'il prenne en compte pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une opinion publique qui est en demande vraisemblablement de plus de régulation sur ce sujet-là, mais qu'aussi il a une partie de sa majorité qui, à droite, elle aussi est tout à fait consciente aujourd'hui des problèmes que la question migratoire pose, notamment dans la relation avec l'opinion publique. Je n'en veux que pour preuve non seulement les déclarations, bien évidemment, du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, mais également, par exemple, de son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui a tenu un certain nombre de propos qui sont des propos qui vont dans le sens plutôt d'un durcissement. Donc, finalement, la ligne de crête sur laquelle Emmanuel Macron se situe quant à ce sujet de l'immigration, c'est une ligne de crête très ténue. Et finalement, le test avec beaucoup de en même temps aussi. Pardon ? Avec beaucoup d'en même temps aussi. Il le dit clairement dans l'interview, il ne veut pas choisir de camp. L'idée, c'est on accompagne les familles, plus de moyens, mieux les préparer, et puis en même temps les responsabiliser avec des politiques de sanctions quand les parents sont, je le cite toujours, vraiment dans l'irresponsabilité. Là, on est clairement dans cet entre-deux. On ne veut pas choisir entre une politique plutôt à gauche ou plutôt à droite, quoi. Oui, mais parce que si vous voulez, c'est lié presque à la structuration même de sa majorité. Et c'est la limite de l'exercice en même temps. Il ne faut jamais oublier que le macronisme, c'est une coagulation du centre-gauche et du centre-droit, des sociaux-démocrates et des centristes libéraux. Et sur cette question, autant si vous voulez, sur les sujets économiques ou sur les sujets sociaux comme celui des retraites, cette coagulation, elle se fait, j'allais dire, de manière presque cohérente, parce que ces gens-là pensaient exactement la même chose depuis des années et des années, sauf qu'ils ne s'unissaient pas et ils se sont unis avec Emmanuel Macron. Autant sur les sujets qui sont les sujets régaliens, sur les sujets civilisationnels, les clivages là entre l'aile gauche et l'aile droite existent encore. Donc, en effet, Emmanuel Macron, il slalome d'une certaine manière, il godille entre ces deux pôles en donnant des gages sur sa droite, mais en donnant aussi des gages sur sa gauche, ce qui explique finalement que son discours sur l'immigration est un discours qui parfois apparaît difficilement audible pour une grande partie de nos concitoyens. C'est un peu sa stratégie aussi sur ces émeutes, des sanctions d'un côté et puis de l'autre, pas de suppression des allocations familiales ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que d'un côté, finalement, je continue à maintenir le principe de l'universalité, quels que soient les comportements des allocations sociales, et de l'autre, néanmoins, on va prendre un certain nombre de sanctions pour responsabiliser les parents, sauf qu'il ne nous dit pas quel type de sanctions, quelles sont les sanctions auxquelles il pense. Voilà, c'est ce discours, en effet, qui vise à, d'une certaine manière, éviter un emballement de sa majorité dans un sens ou dans l'autre. Oui, une forme de slalom en l'occurrence, et pour autant, ça n'empêche pas de promettre une initiative politique d'ampleur à la rentrée. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Je ne sais pas. Parce que, si vous voulez, il en dit trop ou pas assez. Vous savez, des initiatives d'ampleur dans un régime comme la Ve République, il n'y en a pas tellement sur le plan institutionnel. Hein. Il y en a deux, aujourd'hui, au regard de la situation. Soit on retourne aux urnes et il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui me paraît à ce stade peu probable, soit il propose un référendum. Mais là aussi, ça me paraît peu probable. Donc, ensuite, les initiatives, c'est quoi ? C'est un changement d'alliance, c'est une main tendue aux Républicains, mais apparemment, en tout cas, depuis quelque temps, les Républicains n'apparaissent pas, quand on entend leurs principaux leaders, à se lancer dans une alliance avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, ils n'ont pas vraisemblablement intérêt à le faire, alors qu'il va y avoir des sénatoriales au fin septembre, alors qu'il va y avoir des élections européennes, et surtout, alors qu'une grande partie quand même de leur électorat n'y est pas forcément favorable. Donc, on ne voit pas tellement quelles sont les marges de manœuvre à ce stade, hormis celles que j'ai citées précédemment, d'Emmanuel Macron. Ça va être très compliqué quand même dans cette rentrée parlementaire. Oui, effectivement, Arnaud Benedetti, je rappelle professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Sur Sud Radio, et très bonne journée à vous.